Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Aujourd'hui, je vais te présenter mon top 10 sur les mid-cap pour ce mois de juillet. Donc 10 entreprises de petite et moyenne capitalisation que j'ai sélectionnées pour toi après avoir analysé plus de 50 actions d'entreprises cotées. Donc tu peux imaginer que ça a pris un petit peu de temps pour te préparer cette vidéo, j'espère que tu vas apprécier. Alors certaines offrent d'excellentes opportunités de croissance, d'autres c'est plutôt un dividende en devenir qui est alléchant. Je m'attends qu'après cette vidéo, tu aies découvert pas mal d'entreprises à fort potentiel et clairement ça peut être intéressant pour un portefeuille mid-cap. Et bien sûr, c'est des petites et moyennes capitalisations, donc ça présente une incertitude qui est un peu plus grande que des grandes capitalisations sur la même industrie. Et pour chaque action, moi je vais te préciser mon objectif de prix personnel et aussi le risque que j'anticipe sur chaque action, comme ça tu pourras voir à peu près quoi ce que j'anticipe pragmatiquement, basé sur mon analyse fondamentale. Donc là le décor a encore changé parce que je viens d'arriver à Komodo, j'y passe quelques jours, donc l'île des dragons, avant d'aller un mois en Malaisie. Donc au passage, abonne-toi pour pas manquer ma prochaine vidéo d'analyse fondamentale sur action. Et petite précision avant de commencer, ce top il n'est pas ordonné. Donc tu peux regarder chaque entreprise car en fait elle présente chacune une bonne exposition pour une industrie donnée, pour un portefeuille mid-cap. Allez, c'est parti. Alors on commence le top avec l'action Subsea 7, une mid-cap qui cote à Oslo, de l'industrie de l'énergie, équipement et services. Alors, Subsea 7, c'est une entreprise parapétrolière qui s'est spécialisée dans la fabrication, l'ingénierie et la mise en service sous-marine de champs pétroliers, gaziers, éoliens, le tout en offshore. L'entreprise elle est basée au Luxembourg et c'est un des leaders dans les installations en haute mer, dans des environnements qui sont très challengeants. Alors ses clients, tu les connais sûrement, ils sont partout dans le monde, c'est Total Energy, Chevron, Equinor, Shell, BP, bref le top mondial des pétrolières avec d'autres producteurs de mix énergétique. Alors côté chiffres, en 2022, Subsea 7 ça a réalisé 5 milliards de dollars de CA et au vu des récentes communications des dirigeants, donc du management, parce qu'ils aiment bien mettre en valeur leur entreprise, on voit qu'ils ont eu pas mal de nouveaux contrats qui ont été décrochés, ils ont l'air très confiants et même assez fiers de leur cahier de commande qui se remplit pour 2023. On a quand même une hausse de 50% de leur cahier de commande au premier trimestre, c'est clairement un petit boom et on peut même anticiper d'autres contrats à venir, donc des cahiers de commande qui sont sur une bonne croissance pour les années qui viennent. Si on essaie d'anticiper ces résultats pour l'année 2023, on peut anticiper déjà un chiffre qui sera au-dessus de l'an précédent, sûrement 15% de hausse, ça serait pas déconnant. Et sur les années qui suivent, c'est un business qui est assez florissant, tiré par des gros cahiers de commande et une niche énergie offshore qui est en forte demande partout dans le monde. Car oui, on va pas se le cacher, on est toujours dans l'ère pétrole et gaz et c'est loin d'être fini, quoi qu'en disent certains politiques depuis 40 ans. En termes de revenus, j'estime que son chiffre d'affaires en 2023 sera 5,6 milliards, 6,7 milliards pour 2024. Je vois une tendance qui continue en hausse à 7,5 milliards en 2025. Donc tu l'auras compris, pour moi on est à l'aube d'une belle croissance pour Subsea 7 sur une industrie énergie que je vois porteuse dans les années qui viennent parce que c'est clé pour toute l'économie et dans le contexte de marché avec une activité en forte demande partout dans le monde, je vois pas comment ça pourrait être autrement. Donc oui, de base, l'énergie, c'est une niche qui est plutôt défensive pour un investisseur pragmatique. Mais là, clairement, dans ce contexte de marché, on ne peut pas l'ignorer, même pour faire un peu de croissance. Et même si c'est en avoir que pour des grandes capitalisations. Et voilà, ici, Subsea 7, cette mid-cap, elle offre quand même une bonne opportunité côté mid-cap énergie. En termes de bénéfices nets pour l'année en cours, moi je m'attends à 152 millions de dollars pour 2023. Ça fait une légère hausse. C'est pas ultra sexy pour cette année. Après, moi, si je regarde un peu plus loin, horizon 2024, quand je vois les chiffres du management et que j'essaie de les prolonger, je reste quand même très confiant pour un retour annoncé à un excès de génération de cash. Donc je m'attends à une augmentation plutôt significative de ces free cash flow horizon 2024. Là, je serai autour de 650 millions par an et voire plus de 750 millions pour 2025. Donc pour moi, 2024-2025, ça va être des années cash machine pour Subsea 7. Et quand on lit dans les petites lignes des rapports financiers, ils ont affiché clairement l'ambition, le management donc, de retourner l'excès de cash aux actionnaires. Donc ils l'ont dit entre les lignes, c'est un dividende exceptionnel certainement, une augmentation durable de celui-ci, voilà. Donc franchement ça sent bon à mon sens. Alors son action elle cote à 137 NOK, donc la couronne norvégienne, la devise de Norvège, sachant qu'un NOK c'est à peu près 9 centimes d'euros. Donc ça nous donne un peu plus de 12 euros par action. En termes de dividendes, cette année 2023, on est sur du 4,2% de rendement, donc 4 NOK par action. Et sachant qu'il y a 1 NOK minimum par action chaque année. Et après, il regarde l'excès de cash et il le reverse en supplément à l'actionnaire. Donc voilà le dividende de 2023 qui est 4 NOK par action. Moi j'anticipe qu'on est au début d'une augmentation de ces cash flows et donc si on suit la mécanique de leur politique de dividende, je pense qu'il y aura en effet un beau rallye sur les 2 prochaines années, 2 à 5 ans, parce que mécaniquement ils vont augmenter la redistribution.
Et donc, qui dit plus d'argent pour l'actionnaire, dit aussi pression haussière en anticipation pour acheter le rendement futur. Et moi, là, je verrais bien 6 à 7 NOK pour fin 2025 en dividende. Alors, en termes de PE ratio, moi, j'anticipe un PE de 44 d'ici la fin d'année 2023 parce qu'actuellement, là, les marges sont faibles et les bénéfices, là, sont pas ouf. Ça paraît assez cher, oui, à date. Par contre, 2024-2025, avec mes hypothèses de bénéfices, là, j'arrive à un PE de 8. Donc, en anticipation, là, on a un PE de 8. Donc, dans un scénario d'investissement où j'anticipe que ces bénéfices et cash flows sont en hausse. Et en termes d'objectif de prix perso, moi, ce que j'anticipe, c'est un x2 tout simplement sur son prix, donc plus 100%, horizon 5 ans. Donc là, on serait à un objectif de prix de 270 couronnes norvégiennes l'action. Et dont la moitié de ce rallye, plus 50%, pourrait se faire courant 2024 en anticipation des bons résultats qui devraient être publiés de l'année 2023, donc début 2024, courant février. Moi, j'anticipe d'ici février 2024 un prix de 200 NOK l'action. Donc ça fait 50% du prix actuel. Donc oui, ça a l'air super juteux comme perspective. Après, on va se demander surtout à quel risque, parce que c'est une small cap quand même, et qu'il y a un risque sur sa capacité à générer de la marge aujourd'hui. Il y a aussi une incertitude sur son timing, parce qu'il y a certains projets récents qui sont rentrés dans le carnet d'ordre où il y a des petits risques d'exécution de date. Et après, si je compile tous ces risques et que je regarde aussi la volatilité qu'il y a eu sur son titre et la volatilité qu'on peut anticiper pour les 6 prochains mois, moi, j'arrive sur un risque à 38%. Bon, disons 40 si on arrondit, ça reste quand même un risque qui est élevé. Ça résume bien l'incertitude qui pèse sur le titre. Après, moi, mon analyse micro, je sens que c'est prometteur. Donc, personnellement, moi, je prendrai le risque. Bref. Allez, on enchaîne avec l'action Sacyr, listée à l'IBEX 35. Donc, c'est une small cap espagnole de l'industrie de la construction, ingénierie, infrastructure et matériel. Alors, Sacyr, ça développe des routes, des autoroutes, des concessions automobiles, des immeubles, de l'infrastructure, que ce soit pour privé, pour public, le tout pour 20 pays dans le monde et depuis 35 ans. Un point important, c'est que Sacyr sort d'un feuilleton dont la page est tournée maintenant avec Repsol et va, j'espère, capitaliser sur ses succès en Europe et en Amérique latine pour partir à la conquête de parts de marché aux États-Unis et autres pays anglophones. Et c'est ça mon angle d'attaque, j'ai trouvé ça intéressant pour cette société qui commence à s'ouvrir au monde anglophone et donc à prendre une autre dimension en termes de chiffres. Donc voilà, là on a un chiffre d'affaires en 2022 qui est à 5,8 milliards. Moi là ce que j'anticipe à minima c'est une croissance de 5% par an pour les 3 prochaines années, donc 15% un peu plus en 3 ans. Et cette croissance, j'anticipe autant sur son chiffre d'affaires que sur ses bénéfices, qui devrait atterrir pour moi autour de 320 millions en 2023 de bénéfices. Alors aujourd'hui, mais cette année, je vois que ces cash flows sont plutôt flat. Par contre, horizon 2023, il y aura un rendement de ces cash flows que j'anticipe à 9%. Donc là, on commencera à avoir une boîte entre les mains qui a des perspectives rentables. Pour moi, là, aujourd'hui, on a une entreprise qui est décotée à 6 de PE pour 2023 et qui devrait offrir dès l'an prochain un rendement sur le cash flow de 9% par an. Donc l'action, là, elle cote à 3 €. Moi, là, pour 2024, j'anticipe un prix de 3,60 €. Donc, on est sur une croissance potentielle de 10% par an, 30 centimes puis 30 centimes pour les années qui viennent. Avec mon scénario d'investissement d'internationalisation de la boîte, sera notamment tiré par ces chantiers-là qu'elle fait rentrer sur ses carnets d'ordre et qu'elle commence au Texas et en Floride. Et du coup, sa bonne croissance anticipable sur ses cash flows. En termes de risque, moi, je les vois plutôt corrects, donc autour de 25%. Là, on reste sur l'industrie de la construction. Et oui, il y aura quand même des risques assez présents de ralentissement, non négligeables aux États-Unis et en Europe, dans le cas où on rentre dans une récession plus profonde que prévu. On passe maintenant à l'action Leonardo, la mid-cap italienne, qui affiche un beau potentiel dans l'industrie aérospatiale et défense. Pour Leonardo, on a un business qui est basé sur 3 piliers stratégiques, donc les hélicoptères, la défense et la sécurité. Et on a bien sûr comme client principal le gouvernement. Donc Leonardo, ça fabrique des équipements pour les porte-avions, des avions, des systèmes de défense, des systèmes de surveillance aérien, de pointe, ainsi que tout un tas d'armes pour faire la guerre. Alors oui, ça a échappé à personne, l'industrie de la défense, ça reste un bon potentiel d'investissement dans un environnement où c'est la course à l'armement en ce moment. On regarde tous les budgets des États, ils explosent en termes d'armement, voilà, et ce depuis 2022. Donc là, on est clairement dans un environnement de tensions politiques, militaires, qui sont en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Voilà, c'est pas qu'en Europe. Donc Leonardo, c'est un chiffre d'affaires de 14,7 milliards en 2022 et des carnets de commandes bien remplis, c'est le contexte de marché qui veut ça. Donc là, on peut tabler assez facilement sur plus de 15,3 milliards pour 2023, potentiellement 17,5 milliards en 2025.
donc une tendance de vente qui est en hausse. En termes de boîtes dans l'industrie de l'armement, là ça suit vraiment la tendance de réarmement de partout dans le monde. Avec des profits conséquents, 900 millions cette année, c'est exceptionnel. J'anticipe un profit à plus d'1 milliard d'ici 2025 pour Leonardo. En termes de prix, on est sur une action qui cote à un peu plus de 11 €, qui verse un dividende de 14 centimes, soit un peu plus de 1% de rendement de dividende annuel. Donc on est plus sur une action mid-cap, tablée sur la croissance de l'industrie défense, plutôt que d'engendrer des gros dividendes. En termes de PE, c'est correct, autour de 7. Donc c'est pas trop cher, pas trop en sol non plus, voilà, peut-être légère sol sur cette entreprise italienne. Et sur ces rendements de free cash flow, là c'est intéressant, là on en a plus de 10% par an. Donc là, on peut s'attendre à une belle croissance à 2 chiffres qui continue et qui va se refléter mécaniquement sur le prix de son action année après année. Moi, je vois 10% en 2024, 10% en 2025, etc. Donc en 2024, moi, j'arrive sur un objectif de prix cible à 12,50 €. Après, en termes de risque, je vais rester autour de 25%. Là, on a une mid cap qui permet d'avoir une exposition dans une industrie qui est en forte demande. Bien que Leonardo, ça soit pas une boîte de l'industrie la plus peaceful au monde, je te l'accorde volontiers. Alors, l'action small cap suivante, c'est Scatec, l'entreprise norvégienne de l'industrie des utilitaires. Alors, Scatec, ça délivre de l'énergie renouvelable dans le monde avec des panneaux solaires, avec de l'éolien, de l'hydro aussi, et des solutions hybrides assez avancées. Donc, Scatec, ça a pas mal de centrales au Laos, aux Philippines, en Égypte, en Afrique du Sud, au Moyen-Orient, avec des barrages, des parcs de panneaux solaires, de l'éolien. En 2022, elle a généré un chiffre d'affaires de 3,7 milliards. Et on peut tabler sur une forte croissance avec un chiffre d'affaires qui devrait être plus que doublé d'ici 2025. Donc presque 8 milliards de ventes anticipées. En termes de bénéfices, aujourd'hui c'est décevant, on va pas se le cacher. Je ne sais pas si elle en fera en 2023. Après horizon 2025, moi j'anticipe qu'elle pourrait atterrir sur plus de 600 millions de bénéfices nets. Donc pour moi on est un peu à un moment pivot là. Et ça lui ferait un PE horizon 2025 à 21. Et pareil au niveau de ses cash flow nets entrant dans la boîte, donc le cash qui rentre concrètement dans l'entreprise, on n'y est pas encore en 2023. Pour moi, c'est une entreprise qui crame encore pas mal de cash. Là, je vois 1 milliard cette année, c'est beaucoup. Donc, qui investit beaucoup dans le renouvelable. C'est une niche qui est comme ça, qui exige beaucoup d'investissement. Et oui, je vois ça quand même comme un bon potentiel en trade small cap utilities dans l'énergie verte. Moi, ça me permettrait personnellement d'avoir une anticorrélation au sein d'un gros portefeuille pétrolière, par exemple. Alors, aujourd'hui, Scatec, elle cote à 82 couronnes norvégiennes, avec un rendement de dividende autour de 2% par an. Donc c'est pas une entreprise que je vois bien performer courant 2023-2024. Je m'attends même à une baisse de 20% sur son prix sur le court terme. Mais alors tu peux me demander pourquoi elle est dans mon top. En fait, Scatec, pour moi, ça reste une entreprise à surveiller de près. En gros, ces technologies de barrage, donc hydro, éolien et solaire, sont assez avancées, demandées, et ça prend du temps à construire en fait tous ces projets, toutes ces centrales. Vu que j'anticipe qu'elles permettent un rendement énergétique qui est en avance par rapport à la concurrence, c'est que c'est une boîte qui est potentiellement très rentable dans une industrie de niche qui est demandée. Donc ma stratégie à ce titre, c'est d'attendre que j'arrive à vraiment anticiper le pivot où ça devient vraiment rentable, parce que là, j'ai pas envie d'entrer dessus aujourd'hui. Mais du coup, dans ces futures publications de résultats, je vais regarder si ça commence à générer du free cash flow, si ça commence à faire des gros bénéfices. Voire de pouvoir rentrer si les soldes sont vraiment plus attractives. Par exemple, s'il y a moins 20% sur le cours, là, je réétudierai mon entrée. Et voilà, peut-être que sans faire de bénéfices, elle a un potentiel de x2 horizon 2025 sur son prix. Donc oui, on a peut-être déjà un facteur multiplicatif. Mais moi, là, aujourd'hui, en termes de dose de risque, j'ai pas envie d'y aller, même si l'espérance est importante. Parce qu'on est dans un environnement de taux anticipé à plus de 5%. Et tout simplement, je ne sais pas si elle survivra à l'orage qui arrive, avec l'effet qu'ont avoir les taux d'intérêt, comment elle va se financer. Et oui, si elle arrive à mener à bien tous ses projets, elle va être très rentable cette boîte. Mais aujourd'hui, c'est que des si, c'est que du potentiel. Donc moi là, je vois un risque sur ce titre à plus de 50%. Donc c'est une des actions les plus risquées que je te présente. Et en cas de survie horizon 2025, après qu'elle ait fait sa démonstration, qu'elle est arrivée à livrer ses projets et à délivrer des bons rendements sur ces centrales, là, son free cash flow, il devrait être très sérieux. Et là, ça serait à ce moment-là un bon hedge énergie renouvelable qui pourrait même être un investissement long terme. Donc aujourd'hui, c'est une small cap à très gros potentiel à surveiller. Et pour moi, elle a de bonnes perspectives à condition qu'elle passe la tempête des taux élevés. Alors ensuite, laisse-moi te présenter Befesa. C'est une small cap allemande. C'est une entreprise qui fait aussi partie du secteur des utilities, donc des utilitaires, et c'est un des leaders du recyclage. Elle arrive à extraire du zinc, de l'aluminium en Europe, aux États-Unis et en Chine. Aujourd'hui, elle affiche 1,1 milliard de chiffre d'affaires, donc pour sa publication de 2022, avec un profit qui est intéressant à plus de 100 millions. Alors oui, elle a un potentiel de croissance aux USA et en Chine qui est important. C'est quand même des gros marchés pour sa niche de recyclage. Ça lui permet d'espérer une croissance future qui est intéressante pour un investisseur pragmatique. Alors oui, sa croissance, elle est liée intimement
avec la demande en aluminium, et notamment l'aluminium dit de qualité secondaire, avec le zinc aussi. En fait, c'est ces deux principaux transformés de sa chaîne de recyclage. Donc c'est vraiment un truc à suivre, c'est en fait investir sur Befesa, c'est est-ce que tu veux une exposition positive à l'augmentation de la demande sur l'aluminium. Aujourd'hui, Befesa, ça offre un dividende de 3,72% de rentabilité annuelle, ce qui est respectable pour une entreprise de l'industrie du recyclage. Moi, je vois cette Smith Cap comme un trade commodities, donc une entreprise qui a montré une bonne capacité à délivrer du bénéfice et des cash flows intéressants. Et quand j'ajoute à ça mes hypothèses de demande sur le marché de l'aluminium, pour moi, là, il y a un trade à faire. Quand je regarde la demande, moi, dans les 5 prochaines années, je vois le prix tout simplement du sous-jacent aluminium, donc un matériau utilisé dans de très nombreux procédés industriels, notamment dans les voitures, dans toutes les industries en fait de pointe du monde. Je vois le prix de l'aluminium augmenter. Donc avec un prix de l'action à 35 € aujourd'hui, moi je pense qu'elle peut aller chercher 42 € d'ici février 2024. Donc un petit potentiel intéressant de plus 20%. Avec un risque certes de côté de moins 30%, si je me base sur sa volatilité implicite. Après, il faudra garder en tête en termes de risque qu'un ralentissement de l'économie chinoise, par exemple, ça serait un pari plutôt perdant pour l'entreprise. Donc ici, un trade recyclage aluminium pour cette action small cap qu'on pourrait qualifier de value. Ensuite, on arrive avec Basic Fit. Donc tu la connais peut-être, hein. C'est l'entreprise du Benelux qui cote à Amsterdam, qui est spécialisée dans les salles de sport. Alors, Basic Fit, ça affiche de beaux résultats, de belles réussites en termes de parts de marché de clubs de fitness en Europe. Alors, l'entreprise, elle est très active aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Espagne, en France et en Allemagne. Elle a une croissance assez agressive, basée sur l'ouverture de 1000 clubs supplémentaires pour les prochaines années. Donc Basic Fit, elle est rentrée sur un marché européen où les Européens du coup sont de plus en plus nombreux à prendre soin de leur santé, en pratiquant du sport régulièrement et donc en allant en salle de sport. Ça s'est vu assez significativement depuis après 2020. Alors, un de ses risques majeurs pour son business model, c'est que c'est facilement copiable. Après, elle bénéficie quand même d'un large réseau, ça renforce des possibilités d'achat en gros de matériel de sport, cher l'investissement, le coût d'entrée. Après, c'est comme une marque qui commence à rentrer dans le référentiel de ceux qui pratiquent le sport en Europe. Pour ses résultats de 2022, Basic Fit a fait un chiffre sous les 800 millions de chiffre d'affaires. Alors pour cette année, parce que c'est ce qui nous intéresse, 2023, vu ce qu'elle est en train de faire en termes de construction de centres pour aller attaquer de nouveaux marchés, qu'elle n'hésite pas à se mettre à côté de concurrents, casser un peu le business, et tout simplement la tendance de fond de croissance des salles de fitness en Europe, je pense qu'on peut tabler d'ici 2023 pour le milliard de chiffre d'affaires, qui s'accompagnerait d'un profit de 140 millions d'euros. Là, j'anticipe pour cette année un PE de 14. Donc ça témoigne aussi qu'il y a une belle croissance qui est anticipée quand même. Basic Fit, on peut le dire, elle est un peu surachetée. Donc voilà, je suis clairement pas tout seul sur le coup. Donc oui, c'est une entreprise qui est un peu surachetée par rapport à ses bénéfices. Et ça veut pas dire que c'est une mauvaise affaire. Ça veut dire que c'est un horizon plus lointain, disons 5 ans. Si Basic Fit arrive à son objectif affiché de plus de 1000 salles de sport créées à nouveau sur des spots stratégiques, moi là je table sur un CA qui serait à 2,5 milliards en 2027. Ça ferait quand même un x3. Ça se traduirait aussi en termes de bénéfices par un x6. Oui, on comprend pourquoi Basic Fit est suracheté. Donc c'est un pari croissance, loisir, santé si on veut, basé sur l'évolution des comportements en Europe, en anticipation de la belle tendance qui continuerait de salles de sport sur le moyen à long terme. Alors pour 2025, moi en termes de prix d'action, j'aurai un plus 40%, soit plus 20% chaque année qui vient pendant 2 ans, sachant que son prix est aujourd'hui à 32 € l'action. Bien sûr, il y a des risques, il faut que je te les partage aussi, c'est un risque de récession accru en Europe, parce que la question c'est de savoir si les salles de sport elles vont être désertes en cas de récession. Donc ça c'est un de mes points d'inquiétude. Donc oui, ça va dépendre de la profondeur de la récession qui arrive en Europe. Et une récession qui serait accompagnée de nombreux licenciements, avec un chômage du coup qui explose, c'est-à-dire que les gens ne retrouvent pas un emploi, là ça pourrait être un cocktail un peu dangereux en termes macro pour Basic Fit. Après, à savoir si les gens, dans leur budget, c'est quoi qui saute en premier? Est-ce que ça va jusqu'à toucher la salle de sport? Parce qu'aujourd'hui, la salle de sport, ça équivaut pas à loisir, ça équivaut plutôt santé. Donc ça paraît plus prioritaire qu'avant. Voilà, à voir ce que ça donnera en cas de récession plus profonde que prévu. Ce qui me fait arriver sur un risque de 35 à 40% sur Basic Fit à cause de ce contexte de récession. Allez, on passe à l'entreprise Beneteau, la Smith Cap française spécialisée dans les bateaux de plaisance. Alors pour Beneteau, 85% de son chiffre s'est réalisé par la fabrication de plus de 100 modèles de bateaux de plaisance, un catamaran, monocoque entre autres, avec une activité secondaire de 15% de mobil-home. Alors Beneteau, sur son activité, ça fait 1,5 milliard de CA en 2022
avec un profit de 100 millions, donc c'est honorable pour cette industrie. Et ce qui est très intéressant, c'est les dernières communications de son management, qui s'attend à une croissance de presque 35% sur ses ventes de bateaux. Donc c'est vraiment très fort pour Q2, pour le deuxième trimestre 2023. On s'attend aussi du coup à des bénéfices qui sont en hausse. Donc quand on ajoute tout ça avec une tendance de rendement de 9% sur free cash flow pour 2023, donc là on pourrait carrément passer à 11% pour 2024. Donc là on aurait une action qui est super rentable en termes de cash généré pour sa capitalisation, avec une croissance à 2 chiffres. Sachant qu'elle n'a pas fait encore le gros de son chiffre, parce qu'à la fin de l'été, en septembre, il y a de nombreux événements de bateaux, notamment à Cannes. Et là, elle est vraiment susceptible de signer pas mal de contrats, donc de remplir généreusement son carnet de commandes. Aujourd'hui, l'action Beneteau, elle s'achète à 11 de PE, à son prix de 14,80 € l'action. Elle verse également un dividende sur les 3% de rentabilité annuelle. Alors, oui, l'action, aujourd'hui, elle peut paraître chère pour cette industrie, avec ce niveau de PE, dans un contexte macro de récession à venir en Europe. Après, pour Beneteau, moi, mon analyse, elle est différente. Parce que si on fait un focus sur les clients des bateaux, c'est pas Madame Michu, employée de bureau, si tu vois ce que je veux dire. C'est pas une personne qui va forcément souffrir pendant une récession en Europe. On parle d'ici d'une clientèle de personnes plus aisées, du top, peut-être 1% de la population, qui, d'après moi, ne devrait pas sentir la récession passer. Et du coup, il irait s'acheter un bateau à 30 000 balles pour profiter de la vie, et tant mieux pour Beneteau, j'ai envie de dire. Donc un business de niche qui offre une croissance de niche, pépite de temps de crise, et clairement toutes les entreprises ne pourront pas afficher comme Beneteau 10 à 11% de rendement sur free cash flow pour les 2 prochaines années. Ça c'est sûr. Voilà pour l'action en termes d'objectif de prix, moi j'arrive sur plus 30% pour février 2024. Donc c'est un beau trade potentiel à assez court terme là. Je vois quand même un risque mais plutôt faible à 20% pour cette niche porteuse. Alors passons maintenant à Tod's Group, l'action small cap du luxe à l'italienne. Donc une entreprise italienne contrôlée par la famille Della Valle. Cette entreprise elle vend des chaussures et des produits en cuir avec ses marques Tod's, Hogan, Fay et Roger Viver. Aujourd'hui, la stratégie affichée clairement par le management, c'est de diversifier géographiquement ses revenus en allant adresser le marché du luxe chinois. Et c'est pas un hasard, parce que c'est une stratégie qui a payé pour tous les géants du luxe européen en Chine. Donc tout porte à croire que c'est une stratégie qui devrait aussi payer pour Tod's Group. Après oui, on va pas se le cacher, Tod's Group, elle sort d'années plutôt difficiles, où ses performances récentes étaient médiocres, et même sa marge était en baisse. Et c'est ce qui m'a frappé en premier lieu, et c'est pour ça que j'ai eu envie de l'analyser. Là aujourd'hui, je vois une opportunité value. Donc j'anticipe un rebond sur cette action luxe italienne. Sur ces chiffres de 2022, on est sur 1 milliard de chiffre d'affaires, avec un profit de 20 millions. Pour 2024, donc un peu plus loin, moi ce que j'anticipe pour 2024, donc d'ici 1 an et demi, c'est plus 25% de ces ventes tirées par une stratégie en Chine qui pour moi n'a pas de raison vraiment de ne pas payer. Et oui, toi, tu pourrais peut-être voir un risque, tu penses que les riches chinois continueront à consommer ou pas. Mais moi, là, de mon côté, je vois le profit de Tod's tripler pour 2024. Et ce qui devrait permettre de retrouver un peu d'oxygène pour cette compagnie italienne et redevenir attractif pour ses investisseurs. Parce que là, si on regarde avec les résultats de 2022, on est sur un PE à 50. Et faute surtout de bénéfices en berne, avec les déceptions qu'il y a eu. Et c'est pas qu'elle est surachetée, c'est que ces bénéfices sont tombés. Et moi, là, ce que je vois, c'est un PE qui devrait se renormaliser autour de 20 courant 2024. Et en termes de prix cible, avec un prix là de 41 € l'action, moi, je pense qu'on peut tabler sur plus 12% d'ici 2 ans, donc 6% par an. Après, ça, c'est mon scénario de base et on ne sera pas à l'abri, si j'ose dire, d'une surperformance qui ferait bondir ses ventes et ses bénéfices avec sa stratégie en Chine. Et clairement, je pense que c'est une surprise pour personne, mais pour l'industrie des produits de luxe, la zone géographique Chine, c'est clé. Des milliardaires qui ne connaissent pas la crise là-bas et il faut surveiller ça d'assez près. Alors, côté risque pour Tod's, moi, je vois 30%. Donc, c'est plus une small cap que je garde sur une liste de surveillance. Parce que là, en termes de rendement espéré, on n'y est pas. Ce que je fais là, c'est que j'ai des indicateurs clés sur ces activités en Chine. Et notamment, je ferai attention aux press releases, sur notamment le nombre de produits qu'elle s'attend à vendre en Chine. Ça sera un indicateur qui est très important pour surfer tout simplement sur un beau rallye potentiel, quitte à rentrer en retard dans le train. Allez, on passe à l'action Lizzie, donc l'action française aérospace et défense. Alors Lizzie, c'est un manufacturier de composants pour l'automobile, l'aérospatiale et l'industrie médicale. Ses clients sont Airbus, Boeing, Safran, Mercedes, Volkswagen, Peugeot, Renault, etc. Donc une activité majoritairement européenne et plutôt diversifiée sur l'automobile, l'aérospatiale et la santé.
Côté santé, il y a des implants orthopédiques, instruments chirurgicaux, bref, c'est une bonne niche avec une bonne croissance. Aujourd'hui, avec ses résultats de 2022, Lizzie affiche un chiffre d'affaires à 1,4 milliard. Et a démontré quand même une bonne résilience contre ses concurrents pour la période 2020, 2021, 2022. Pour moi, elle est prête à rebondir aujourd'hui en remplissant à nouveau son carnet de commandes. Et avec mes hypothèses, moi ce que j'anticipe, c'est une croissance de 150 millions de chiffre d'affaires, d'augmentation de chiffre d'affaires par an pour les 3 prochaines années. Et moi, cette entreprise, pour cette action, du coup, je vois une bonne alternative pour exposer son portefeuille de façon diversifiée à la fois l'aérospatiale, le médical et l'automobile, sans s'exposer à une marque de voiture en particulier, une marque clé de défense en particulier, un acteur du secteur médical en particulier. L'avantage d'avoir une action comme ça plutôt diversifiée dans son portefeuille, c'est que ça lisse le risque et que surtout Lizzie, elle a quand même une réputation d'être excellente en termes d'exécution. Et que d'être excellent dans un contexte de forte inflation, c'est-à-dire que la sélection naturelle des prix qui augmentent, normalement elle joue à ton avantage. C'est-à-dire que Lizzie, c'est une boîte qui a montré qu'elle pouvait augmenter ses prix sans que ses clients se barrent voir ailleurs. Donc Lizzie, les clients y reviennent pour la qualité d'abord. Et ça, dans un contexte de forte inflation, c'est important. Donc voilà, pour Lizzie, on a quand même des free cash flow qui sont pas fous. Voilà, c'est pas faramineux, on est sur du 1-2%. Donc aujourd'hui, il faut vraiment retrouver des carnets de commandes pleins pour espérer une croissance plus importante. Donc voilà, c'est une société qui est intéressante en termes de diversification, avec un risque pour détenir ce titre de 25% par an et un objectif de prix là que je vois à seulement plus de 2% cette année. Donc oui, là, le potentiel de croissance court terme, là, il est absent. Donc là, je suis sur une action où je reste en attente, si tu veux, pour aller chercher sur le long terme. Parce que Lizzie, pour moi, c'est une small cap là, qui est intéressante potentiellement pour aller chercher de la croissance long terme et dividende long terme. Mais aujourd'hui, comparé à d'autres actions, moi, je la regarde seulement. Et quand on sera dans une période de reprise économique, là, il y a plein d'actions que je gardais là en watchlist, que je vais commencer à regarder, et même avant en anticipation, pour ne pas prendre le train trop en retard. Et clairement, ça va être assez clé, c'est qu'on va sortir, qu'on est vraiment dans la période de récession qui nous attend en Europe. On pourra un peu mesurer la profondeur et dans quelle merde on est. Et après, quand il y aura les plans de relance, quand il y aura on sera déjà en suranticipation du coup, quand on sera dans un esprit de relance, là, il va falloir avoir une tactique d'investissement, de se placer sur ceux qui vont capter le plus gros en fait de la période de relance. Et je pense que Lizzie en fera partie. Voilà, donc une tactique d'investissement supplémentaire pour toi, un peu plus long terme. Allez, on arrive à la numéro 10 avec Corbion, l'action small cap des Pays-Bas de l'industrie des produits chimiques avec une composante alimentaire. Alors Corbion, c'est tout simplement un des leaders en devenir de l'acide lactique et de ses dérivés. Donc émulsifiant, mélange d'enzymes fonctionnelles et c'est vraiment très actif dans les ingrédients biochimiques et alimentaires. Donc c'est un fournisseur qui est clé aujourd'hui dans les produits alimentaires. Si tu veux, elle a développé une gamme de produits bio à partir de ressources renouvelables. Corbion, ils sont connus pour créer des aliments basés sur des algues maritimes. Et en fait, les algues, derrière, tu as des innovations, des applications qui ont vraiment un gros potentiel en termes de résultats. Parce que ça permet de réduire de la détérioration microbienne en boulangerie, dans des viandes, des produits laitiers. Il y a pas mal d'applications possibles. Et après, on le voit, c'est très demandé un peu partout. Corbion, aujourd'hui, elle fait du résultat aux États-Unis, au Brésil, en Espagne, aux Pays-Bas, en Thaïlande. Voilà, elle est un peu partout. Si tu veux, tu peux voir ça comme un blockbuster environnemental qui coche un peu toutes les bonnes cases qu'il faut pour faire bien sur les produits que tu vends aux consommateurs, tout simplement. Et surtout, tu as des applications en biochimie et dans l'alimentaire qui sont nombreuses. Donc voilà, moi, je m'attends à de nombreuses déclinaisons de produits, de nouveautés qui seront autant d'opportunités dans les années qui vont venir là pour faire croître son chiffre d'affaires et ses bénéfices à moyen terme. Donc là, aujourd'hui, Corbion, ça affiche un chiffre d'affaires de 1,4 milliard sur les chiffres de 2022. En termes de bénéfices, c'est pas trop mal à 92 millions l'an passé. Corbion, là, cette année, elle est en train de tout simplement tripler sa capacité de production en Espagne. C'est une dynamique qu'elle essaie de répliquer un peu partout, donc elle augmente son nombre d'opportunités en termes de produits et de clients. Alors oui, elle rencontre aussi des problèmes de coûts opérationnels, qui fait qu'elle tarde à transformer ses investissements dans des ingrédients sur certaines algues comme des machines à profit. Donc ça va venir, même si ça tarde un peu. Et moi, là, je m'attends à une croissance organique de son marché qui est à 5% par an. Et moi, je pense qu'elle pourra faire partie de ces actions pépites qui vont le surperformer. Et moi, j'espère qu'on va retrouver dans ces éléments de rendement, de cash flow entre en net sur capitalisation d'ici 2024. Donc moi, à sa prochaine publication annuelle en février-mars 2024, moi, ce que je m'attends, c'est une confirmation de cette hypothèse-là. Donc là, aujourd'hui, elle est à 21 € l'action, avec un PE à 11. Et là, je pense aussi que je vais attendre la publication de la fin de l'année
parce que ce sera clé pour voir si Corbion a dépassé ses problématiques. Parce que là aujourd'hui, ça me paraîtrait trop risqué sans ces informations. Moi, je veux être sûr qu'elle a dépassé ses problématiques de production et comment ça se passe aussi en termes de carnet d'ordre. Voilà, pour moi, avec Corbion, on est sur une entreprise qui est potentiellement assise sur un tas d'or et qu'elle se doit de rentabiliser tout ça. Voilà, personnellement, moi je pense que 2024-2025, ça pourrait retourner le game avec plus de 10% de cash flow à venir, donc à confirmer avec sa publication de l'an prochain. Du coup, en termes de prix cible, moi je serais plus sur du 30 € l'action, donc un prix que je pense atteignable horizon 2025, avec mes hypothèses si elles sont confirmées, et ce qui laisserait espérer 40% de rendement l'an prochain. Donc potentiellement 20% de croissance par an, c'est pas rien. Alors oui, ça reste quand même un pari qui est risqué. Avec ce que j'anticipe, ça comporte quand même un risque que j'estime à 40% sur le titre. Donc voilà, encore une action que je garde sur ma liste de surveillance et que je vais suivre attentivement au niveau de ses niveaux de rentabilité et son potentiel de croissance dans les prochaines publications. Voilà, on a fini avec ce top. Alors mon action préférée de ce top 10, parce que tu vois, c'était pas un top ordonné. Mon action préférée, c'est Subsea 7. Voilà, celle que je t'ai donnée en premier pour être sûr que tu la rates pas. Et voilà, aussi, oublie pas, et c'est assez important, dans les small caps, mid cap, premier réflexe d'investissement débutant, ça ne devrait pas être d'investir sur ce type d'entreprise. Parce qu'on est quand même dans un contexte de marché de taux qui est élevé et qu'on évite normalement d'investir dans les entreprises qui ont peu de cash et qui ont beaucoup de dettes. Et il y a pas mal de SMID qui sont dans ce cas-là. Après, là, j'ai essayé de te filtrer des entreprises qui ont quand même des armes pour s'en sortir dans cette période et c'est pas facile à trouver ce genre de boîte. Après voilà, je pense que mon incertitude sur ces boîtes est quand même plus élevée que des grandes capitalisations. Donc gardez ça en tête aussi. Un débutant qui commence à constituer son portefeuille, voilà, qui a 20-30 000 euros, c'est pas le moment de se lancer dans les small caps. C'est d'abord construire quelque chose avec des grandes capitalisations. Voilà. Après, c'est plutôt pour des profils un peu plus avancés qui ont l'habitude d'investir et qui sont prêts à prendre plus de risques pour profiter de cette période de récession et de taux élevés. Parce car oui, dans ce type de période, il y a des opportunités qui sont alléchantes. Voilà, au passage, donne-moi ton plus gros like, ça aide vraiment cette chaîne à se développer. Ça incite tout simplement l'algorithme à montrer cette vidéo à plus de monde. Alors si tu veux découvrir mon dernier top sur les industries des boissons alcoolisées de grande capitalisation, c'est par ici. Et si tu veux découvrir l'action Ruby, une belle opportunité d'investissement pour ses dividendes, je te mets la vidéo ici. Et si tu veux apprendre à maîtriser le risque de ton portefeuille pour construire ta stratégie d'investissement qui te permettra d'atteindre tes objectifs financiers, tu peux te rendre sur guistorm.com. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!